Bonjour tout le monde et merci d'être joints à nous. Nous allons partager avec vous, comme Jacinthe vient de mentionner, les travaux que nous menons pour intégrer les technologies à travers les trajectoires de soins, surtout dans la réadaptation. Euh, Ça, c'est juste pour acknowledger nos financements. Alors, ceci sont les objectifs que vous avez reçus déjà pour la journée aujourd'hui. Je vais juste commencer par définir des termes qu'on utilise souvent, mais peut-être qu'à travers différents groupes à des différentes définitions. Alors, quand on réfère à la santé numérique, c'est vraiment l'application des connaissances et des pratiques associées avec l'utilisation des technologies pour améliorer la santé. Et l'objectif, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut augmenter la qualité des soins, l'impact des soins avec le support des solutions de santé numérique. Le télésanté fait partie de ce domaine de santé numérique et ça réfère à l'utilisation et la facilitation de la santé et des services de santé pour délivrer les soins, pour l'éducation et pour supporter et augmenter les efficiences des services pour nos clients en utilisant la technologie. Et ce qu'on a vu qui a augmenté vraiment pendant la pandémie. L'autre terme qui est important, et c'est l'objectif pourquoi on intègre le santé numérique, c'est vraiment pour nous aider à centrer les soins sur la personne et leur famille. Alors, d'être guidé par les besoins de nos clients, leur famille, et de répondre aux objectifs des soins centrés sur les personnes. Alors, de voir c'est quoi les objectifs de clients et famille, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'ils ont les connaissances requises pour partager activement dans les décisions reliées à leurs soins. Comment est-ce qu'on peut faciliter la collaboration et la coordination des soins, surtout pour la réadaptation, mais aussi pour les maladies chroniques où il y a plusieurs personnes impliquées dans les soins des clients et comment est-ce qu'on peut coordonner à travers nos trajectoires de soins et de respecter les préférences et les valeurs des familles et des clients à travers les soins qu'on délivre à les familles. Tout ça, si on est capable d'amener ensemble les solutions santé numérique avec, pour supporter les soins centrés sur les personnes, l'objectif aussi, c'est de travailler pour to achieve essentially value-based healthcare. Voici, vous voyez les principes de value-based healthcare, comment est-ce qu'on peut les mettre tous ensemble pour ajouter la valeur avec et maximiser l'utilisation des ressources pour de la façon qu'on délivre nos interventions, qu'on mesure les outcomes qui sont importants et supporter les changements, pas seulement des pratiques, mais changements organisationnels qui sont requis pour amener tout ça ensemble, la santé numérique, les soins centrés sur le patient pour augmenter les valeurs et maximiser nos ressources. C'est vraiment un besoin qui augmente avec les années. Un des exemples, c'est les nombres de gens qui vont être dépasser l'âge 65, ça va être presque 25% de notre population. Mais aussi, qu'est-ce qu'on voit, et c'est sûr que la pandémie a aidé un peu avec ça, c'est l'acceptation, l'adoption des technologies. Alors, 84% des Canadiennes affirment qu'ils sont prêtes à utiliser la santé numérique et 90% des Canadiens veulent utiliser la technologie pour leur permettre de mieux surveiller et être engagés dans leur santé. Alors, c'est quoi les données probantes qui supportent l'utilisation des santé numériques dans les pratiques cliniques? Un des exemples avec une population avec laquelle on travaille, c'est les clients avec l'AVC. Un projet mené par un de nos étudiants maîtrise, Alice Misana, avec notre équipe à regarder les technologies pour les soins AVC. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des technologies, par exemple, le virtual reality, qui aident avec le retour des fonctionnements, les dépendances de nos clients. Et c'est sûr qu'on utilise une combinaison de technologies, on voit encore plus des effets
sur le fonctionnement, les participations, les qualités de vie de nos clients. La téléréadaptation, aussi, il y a du support que ça augmente la mobilité, la fonction qui aide à améliorer les symptômes de dépression, anxiété et augmente la qualité de vie. Et aussi la télésanté aussi, on voit que ça augmente le fonctionnement, l'adhérence à les traitements et pour maintenir aussi les symptômes et les risques d'AVC. Ça continue avec différents types de technologies. Alors, on voit que avec le temps, les données probantes supportent l'utilisation des technologies, mais c'est sûr qu'il y a des lacunes qu'on doit adresser. Il y a encore beaucoup de questions en termes de les effets long terme. Plusieurs de ces études sont faites pour une durée de 3 mois à 6 mois. Alors, la question, c'est pour maintenir les effets à 1 an et plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut intégrer ces technologies dans la communauté? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut augmenter l'adoption de cette technologie dans nos milieux cliniques? Alors, c'est encore des recherches qui déroulent pour arriver à le point où la technologie, ça devient une réalité pour les soins des clients à travers les trajectoires de soins. En parallèle des travaux qu'on fait, c'est un besoin qui est identifié pas seulement de notre équipe, mais de travers d'autres études, c'est de développer des outils pour aider les organisations et les cliniciens pour l'intégration des technologies dans leur milieu clinique. Alors, en parallèle de regarder les données probantes et de les essais cliniques qu'on est en train de faire dans le projet Brilliant, de laquelle on va parler plus dans quelques minutes. On essaie de développer aussi des études qui synthèsent les données probantes pour faciliter la compréhension de qu'est-ce qu'on sait, connaît jusqu'à aujourd'hui qui a un impact pour augmenter la fonction et la participation des clients et comment est-ce que les aspects aussi pratiques pour considérer la sélection des technologies pour le milieu clinique. Alors, des choses comme pour quelle population est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'il y a des équipements qui est requis? Est-ce que ça peut être utilisé par un individu par client ou dans des groupes? Est-ce que ça peut être utilisé indépendamment par le client, par exemple, ou est-ce qu'il faut avoir le support d'un clinicien, un autre membre de l'équipe? Et c'est quoi les impacts, c'est quoi les données probantes qu'on connaît de ces types de technologies? Alors, nous sommes en train de mettre ces outils ensemble et d'avoir la rétroaction de nos partenaires pour voir comment on peut l'adapter de façon que ça peut être intégré dans les flux de travail. Alors, on va parler un peu spécifiquement de le projet Brilliant, qui est le Biomedical Research and Informatics Living Laboratory for Advances in Technology and Community Rehabilitation. Et vraiment, c'est l'intégration des technologies pour adresser deux besoins qu'on a identifiés à travers nos travaux précédents avec les laboratoires vivantes dans le centre de recherche CRIR. Alors, la première besoin, c'est d'avoir une façon d'identifier les facteurs qui limitent ou améliorent la fonction et la participation dans les milieux communautaires et mieux comprendre dans les mondes réels c'est quoi les interactions de ces facteurs et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui on voit des améliorations et d'autres qui ne sont pas capables nécessairement de retourner à les activités qui sont importantes pour eux. En utilisant cette information et beaucoup de ces facteurs sont évalués à travers des solutions santé numérique, d'utiliser ces données pour comprendre et répondre à des questions reliées à l'entraînement et la réadaptation. Alors, comment est-ce qu'on peut personnaliser l'entraînement fonctionnel dans les environnements communautaires et identifier de façon continue les interventions qui fonctionnent pour certains subgroups. Alors, essentially to tailor and personalize medicine and understand
what intensity of rehabilitation and what types of interventions work best for certain subgroups of individuals. Il y a beaucoup de gens qui contribuent à ce travail qui sont nommés ici et des équipes cliniques qui travaillent avec nous à travers nos partenaires dans différents CCUS qui est vraiment nos laboratoires vivants. Alors, on suit les clients à travers les trajectoires de soins dans ces régions. Il y a deux types, je vais dire, de catégories de technologies qu'on regarde dans le projet Brilliant. C'est un qui est le what we call physical therapeutics. Je suis pas sûre si c'est traduit de cette façon en français, thérapeutique physique. Et l'autre, c'est c'est le télésanté. Alors, le développement des applications pour les clients et les patients pour être capables to deliver treatment at a distance, but also to capture important information for monitoring and adapting treatments over time. So within Brilliant, qu'est-ce qu'on détermine qu'on va évaluer? C'est vraiment le choix des programmes avec lesquels on travaille. Alors, par exemple, dans le CIUS Centre-Ouest, on commence à regarder le virtual reality avec les équipes pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour augmenter l'intensité des réadaptations pour les clients quand ils attendent leur transfert à la réadaptation. Alors, ça, c'est les différents types de technologies. J'ai mentionné beaucoup les trajectoires des soins. Alors, on fait des essais cliniques pour différentes solutions dépendant sur les besoins. Il y a des solutions que nous sommes en train de mettre ensemble qui vont répondre à les besoins à travers les transitions. Alors, quand les clients sont référés de les soins aigus à la réadaptation et quand ils retournent à la maison. Il y a d'autres technologies qu'on nous sommes en train de développer dans certaines parties de la trajectoire pour mieux comprendre c'est quoi les impacts avant de l'utiliser à travers la trajectoire complète. Alors, je vais passer la parole à Rola juste pour partager avec vous les méthodologies qu'on utilise pour la co-création des solutions. Et Oui, donner bonjour tout le monde. Merci, Sarah. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. So, la méthodologie qu'on a utilisée, oui, on va se baser sur la revue de littérature, c'est sûr, parce qu'il faut qu'on voit exactement ce qui a été déjà fait en termes de recherche, en termes de collecte de données. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment de parler avec les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, que ce soit les patients ou les cliniciens en réadaptation après un AVC, pour savoir c'est quoi leurs besoins et transformer ce besoin-là, besoin clinique ou besoin de patient, en fonctionnalité de l'application plateforme, de la plateforme de Brilliant. Et lorsqu'on aurait identifié ces fonctionnalités-là, on va passer du temps avec les utilisateurs en termes de focus group ou des ateliers de travail ou des entrevues pour vraiment designer ou créer ou conceptualiser une application qui va répondre aux besoins des patients et des cliniciens, mais aussi qui va être adoptée. Parce qu'en fait, si mon application ne répond pas vraiment aux besoins, ça va pas être adopté et donc ça va pas être vraiment utilisé, puis on va pas pouvoir collecter. Donc, le co-design où on va s'asseoir avec les utilisateurs pour conceptualiser cette application-là, c'est vraiment une étape critique pour nous et on veut vraiment avoir euh, euh, l'engagement et des cliniciens et des patients dans cette étape-là. Next slide, please, Sarah. OK. Donc, là, on parle de patient-centered care. Donc, c'est vraiment les soins centrés sur le patient et c'est quels thèmes qui vont venir aider le patient pour avoir un meilleur traitement durant la réadaptation. Donc, on parle de enabling a continuity of care, donc vraiment pour impliquer le patient dans son traitement, dans sa réadaptation. System design, on vient d'en parler. Donc, et ensuite, on a besoin d'accès aux services de la communauté. Donc, dans l'application elle-même, on va pouvoir donner accès aux informations par rapport aux ressources communautaires et aux services qui sont disponibles aux patients dans la communauté.
comme par exemple transport, mais aussi des groupes de soutien pour le patient en réadaptation et d'autres informations qui sont importantes pour le patient qui sont déjà présentes dans la communauté, mais qui ne sont pas vraiment mis à l'avant ou que le patient n'est pas complètement euh, doesn't know about it. Il connaît pas vraiment que ça existe et que ça pourrait l'aider. Next one. Donc, on veut aussi, à travers l'application, on va faire des rappels de mesures standardisées, des exercices qu'il doit faire en même temps. On va faire une communication bilatérale, donc du patient au clinicien, du clinicien au patient, et la prise de décision partagée. Donc, il faudrait impliquer le patient dans la prise de décision pour son traitement clinique et l'impliquer aussi pour s'approprier son progrès par rapport à la réadaptation et pouvoir arriver à ses objectifs, atteindre ses objectifs plus facilement. Soutien dans la prise en charge autonome et les tableaux d'amélioration de la qualité. Ça va être consommé par les gestionnaires, par exemple. Next slide. Alors, on a regardé un petit peu un des programmes cliniques au Centre-Ouest pour voir c'est quoi les différentes étapes pour une progression dans la trajectoire d'un programme clinique pour la réadaptation. Et donc, il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent être impliqués. On a d'abord la coordinatrice du programme qui va aller chercher les informations du DESI, qui va créer les notifications aux clients, qui va planifier les premières visites, qui va créer l'épisode de soins. Et cette personne-là va aussi aller chercher les signatures, les consentements, etc. Et ensuite, on va avoir le traitement dans cet exemple-là, c'était le CPA. Donc, c'est un traitement de 4 semaines. Donc, la période de traitement de 4 semaines, là où les utilisateurs vont être les cliniciens qui vont faire leurs interventions, leurs observations. Et finalement, on va faire le congé. Donc, le CPA, ça veut dire congé précoce un congé précoce assisté. On a aussi fait plusieurs entrevues avec les cliniciens pour dresser vraiment un feuille de travail très, très détaillé qui va concerner avant. Donc, on dresse le portrait pré- et post-implantation de l'application pour vraiment venir cibler les différentes étapes du programme clinique et vraiment ne pas manquer une étape pour que tous les usagers, que ce soit coordinateurs, cliniciens, patients ou gestionnaires, que tous leurs besoins soient vraiment servis dans ce cas-là. So, dans la liste des fonctionnalités et la liste des besoins qu'on a recueillis, on a fait un mapping entre l'objectif clinique, donc du programme, dans ce cas-là, appliquer les meilleures pratiques cliniques lors de la prestation des soins. Pourquoi veut-on faire ceci et comment on veut le faire? Ben, on va le faire avec une collaboration interdisciplinaire et une communication plus efficace et une responsabilisation du patient. Cette responsabilisation du patient, c'est vraiment très critique de la façon qu'on va designer l'application. Et on a mappé tout ceci avec chaque fonctionnalité à un besoin clinique. Dans ce cas-là, on a trouvé que le besoin clinique de PII, le plan d'intervention individualisé, interactif, et on a détaillé chaque fonctionnalité de ce PII et comment on va le, il va interagir et par le clinicien et par le patient. Donc, on fait une comparaison de comment ça se passe aujourd'hui sur papier et comment on voudrait le faire dans le système. Donc, ça, c'est les deux colonnes 3 et 4. Et la dernière colonne, c'est chacune de ces fonctionnalités-là. C'est quoi la priorité, l'importance de l'avoir implanté dans le système parce qu'on peut pas tout implanter en day one. Là, ça va être beaucoup de changements de gestion de changement. Next step. OK. Donc, dans les focus groups avec les cliniciens et avec les patients, on est en train de regarder les plusieurs fonctionnalités. Donc, certaines fonctionnalités vont être euh, retenues, certaines fonctionnalités vont pas être retenues. Donc, ça, c'est vraiment la façon
qu'on va voter pour chacune de ces fonctionnalités-là et comment est-ce qu'on retient, on retient pas ces fonctionnalités-là et pourquoi. Et où est-ce qu'on les met dans un frigo qu'on appelle parce que on va les mettre à part pour pouvoir les revisiter plus tard. Mais ça se passe toujours avec les utilisateurs, patients et clients, et ça c'est très important dans notre méthodologie de co-création. Alors, entre-temps, on a fait une première ébauche d'une plateforme où on a créé une plateforme de CPA qui est utilisée maintenant par les cliniciens. On n'est pas encore rendu aux patients, juste pour avoir des lessons learned, pour savoir si on peut améliorer. C'est vraiment une première ébauche. On a impliqué les cliniciens avec ça, avec nous dans ça. Et on est allé voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine version de l'application et comment on peut impliquer les patients avec ça. Next. OK, so on est passé vraiment du format papier qui est vraiment, ça c'est, je pense, l'évaluation initiale vers une application en ligne. On a aussi développé une autre application pour le Mayo Portland Assessment Inventory, pour le MPI, et qui est déjà implanté dans les 3 CIUS partenaires et qui est toujours utilisé, et même aujourd'hui. Et ça nous donne aussi beaucoup de fonctionnalités, donc interprétation automatique des scores qui est vraiment pas possible en papier, le support décisionnel, donc ça va recommander aux cliniciens qu'est-ce qu'il faudrait faire avec le patient, l'intégration des meilleures pratiques qui est déjà implantée et le lien entre les scores et les recommandations en matière de services et d'intervention. Next slide. On a aussi beaucoup de formations, de petits modules de formation qu'on a créés en ligne que les cliniciens peuvent aller consulter c'est en français et en anglais pour pouvoir mieux utiliser le MPI. On a aussi toute une équipe de soutien qui va être ici pour aider les cliniciens à avoir une meilleure adoption de la plateforme. On a encore aussi, obviously, beaucoup de rapports qui sortent de ces plateformes-là. Donc ici, on parle de pré et post congé précoce assisté, comment le patient a progressé sur différents points de vue, fatigue, dépression, anxiété, etc. Avant et après 6 semaines, la progression du patient. Ça c'est un des rapports que l'on peut tirer de la plateforme CPA qui est déjà en place. Merci, Rola. Alors, on a juste quelques diapos encore et on vouloir avoir un échange avec vous et voir s'il y a des questions. Alors, Rola vient de vous montrer des exemples de solutions cliniciennes, comment on a rendu à ces solutions pour les cliniciens. Nous sommes en train maintenant de travailler avec nos équipes et nos patients et avec nos patients partenaires et les clients dans chaque CCCIUS pour développer le portail patient, ce qu'on appelle EMI, à travers les différents CIUS maintenant, qui veut dire Electronic Mobility Monitoring Intervention. On a l'équivalent en français, je ne rappelle pas maintenant. Mais l'idée, c'est les solutions que vous venez de voir pour les cliniciens, comment est-ce qu'on peut les adapter pour les clients, les familles, pour avoir des applications qui vont être connectées avec les équipes cliniques et probablement plus tard dans leur trajectoire, quand ils ont rendu dans le communautaire, pas nécessairement de leur connecter plus avec des ressources dans la communauté et de leur donner des supports d'autogestion à travers ces applications que nous sommes en train de développer. Notre objectif, ça perd pas, mais il y avait beaucoup des technologies à la côté gauche que vous voyez pas. Je ne sais pas pourquoi ça, peut-être parce que nous sommes dans le présentation, mais c'est correct. Le message ici, c'est vraiment que qu'est-ce qu'on essaie de rendre, il y a des technologies qu'on va développer à travers nos travaux avec Brilliant. Brilliant a commencé en 2017 où il n'y avait pas beaucoup des solutions santé numérique à travers nos CCCIUS. On voit maintenant, surtout après la pandémie, avec différentes initiatives de financement de le ministère, qu'il y a beaucoup plus d'innovations qui déroulent dans les programmes de réadaptation.
Et l'idée, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on intègre les solutions Brilliant avec ce qui déroule dans le milieu clinique. Et c'est probablement en combinaison des technologies qui vont être requises pour vraiment répondre à les besoins à travers les trajectoires. Mais à la fin de journée, l'important, c'est de évaluer l'implémentation, de mieux comprendre qu'est-ce qui fonctionne mieux que d'autres types de solutions et de vraiment bénéficier les riches données qui vont sortir de ces technologies pour apprendre c'est quoi d'avoir comme un système de santé apprenant où on peut améliorer les soins avec le temps en regarder les données ensemble et de voir comment est-ce qu'est-ce qui fonctionne pour augmenter l'intensité de réadaptation et c'est quels clients qui ont vraiment besoin d'un soutien plus lourd et d'autres qui peut-être peuvent retourner à la maison avec des technologies. Ils ont besoin peut-être d'une intensité de suivi moins intense. Oh, voilà, ça c'est la partie gauche que je cherchais. OK, c'est là, c'est différentes technologies ensemble, à travers les trajectoires. Je voulais juste parler une minute de le réseau santé numérique avec mes collègues à travers l'Université de Sherbrooke, Laval et à l'Université de Montréal, qu'on a soumis à le FRQS pour proposer la création d'un réseau santé numérique. Et c'est que l'idée, c'est d'amener tout le monde ensemble qui travaille dans ce domaine pour pas travailler dans des silos et de maximiser les ressources, l'expertise à travers nos réseaux pour mobiliser le potentiel de la technologie numérique et pour améliorer la santé. Alors, ça implique plusieurs organisations, mais l'idée, c'est d'amener les plateformes ensemble et de les rendre accessibles d'amener toutes les expertises à travers notre université, travailler avec les autres réseaux de FRQS et nos partenaires pour avancer la santé numérique ensemble à travers le Québec. Alors, on va savoir plus en février si c'est financé, mais l'idée, c'est de continuer à travailler ensemble pour amener les ressources ensemble. Alors, je vais arrêter là et je regarde Alors, le partage peut-être. ouais, c'est bon. C'est l'heure. Ben merci Sarah, merci Rola qui je pense a fermé sa caméra là quelques minutes. Ça va être le temps de la période de questions. J'en ai déjà quelques-unes, mais moi j'en ai quand même une pour toi, Sarah. Vous avez beaucoup parlé, toi et Rola, de l'implication des cliniciens puis à quel point c'était important. Puis je me demandais, là dans la salle, il y en a dans la salle, dans l'écran, il y en a sûrement plein de cliniciens. Si jamais il y en a qui veulent s'impliquer pour participer, comment ils vont faire au niveau de la co-création? Comment ils pourraient faire? Est-ce qu'il y a des opportunités de collaboration qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on peut, ceux qui ça leur tente, là? Oui, je vais laisser Rola répondre parce que c'est elle qui passe beaucoup de temps engagée et d'aller knocking on the doors pour la C'est participation. ça. Donc, comme on en a parlé, que j'en ai beaucoup parlé, c'est vraiment cette idée de co-création. Donc, pour nous, avoir des équipes cliniques qui voudraient s'impliquer dans la création d'une application digitale qui va les accompagner dans la réadaptation, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, on pourrait regarder vos besoins ensemble et créer l'application ensemble pour que ça réponde à vos besoins. Oui, absolument. On veut vraiment impliquer les cliniciens et à travers ça, leurs patients. Super. Je vais Donc, juste c'est quoi? ajouter à ça, c'est pour la création, je pense, des technologies et de mieux comprendre comment on l'intègre dans les milieux pratiques, mais c'est aussi pour les outils qui vont supporter et augmenter les connaissances et the skill set needed pour l'utilisation de technologies. Alors, on a besoin beaucoup de rétroaction et de travailler ensemble pour mieux comprendre c'est quoi les outils qui sont besoin et comment est-ce qu'on peut les développer de façon qui sont user-friendly euh, pour les milieux cliniques. Fait que ceux qui seraient intéressés pourraient écrire là, au projet Brilliant, puis c'est parfait. J'ai quelques questions dans le question-réponse. S'il y en a qui sont intéressés à parler, là, vous pouvez lever votre main. Je vais vous donner, je vais autoriser votre micro. Dans les questions-réponses, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que l'application est ou sera disponible sur iOS et Android pour les patients et les cliniciens? Le court terme, c'est que oui, on veut. Go ahead, Rula. Yeah, donc, pour l'instant, c'est une application web.
Donc, web et mobile first, ça veut dire que surtout pour les patients, on est en train de développer une interface qui va être friendly pour le patient, donc que ce soit sur un téléphone, sur un iPad, mobile first. Est-ce qu'on va chercher une application en tant que telle, as une app? Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais c'est mobile friendly for sure. Super. Sinon, Mathieu Jackson a mis une référence dans les questions. Je vous l'enverrai, mais ça dit le CEP a développé une méthodologie d'identification des compétences besoins des patients partenaires à travers leur parcours de vie avec la maladie pour la télésanté, méthode déployée aujourd'hui au M3S. Fait qu'il y a une référence, je vous la partagerai ou Sarah est en train de répondre. Parfait. Sinon, j'ai une question. Est-ce que l'application vise que les patients qui ont subi un AVC? Oui ou Pour non? maintenant, on travaille avec les équipes d'AVC et TCC. Alors, Parfait. qu'est-ce qu'on voit? Je vais juste ajouter à ça Mhm. que c'est sûr, en travaillant avec nos milieux cliniques, ils nous demandent, par exemple, il y a des sites où ils commencent à développer leur programme de façon de gérer les soins des individus avec des conditions neurologiques, pas seulement nécessairement AVC ou TCC. Alors, on s'adapte à ça et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les modules que Rola a présentés, les cours, ça répète à travers tous les conditions. Alors, on garde en tête c'est quoi les besoins à travers la réadaptation, mais on travaille maintenant prochement avec AVC et TCC pour commencer. OK. Euh, Est-ce que l'application... Non, ça c'est beau, j'ai répondu. Il y en a plusieurs, ça rentre. C'est un projet à large portée. En termes d'évaluation des outils et des interventions, vous en êtes où? Répète la question, Jocelyne, je dois le voir dans le chat. En termes d'évaluation des outils et des interventions, où en êtes-vous? Alors, nous sommes encore dans la phase de développement. Alors, nous sommes en phase de partie de co-création avec nos milieux cliniques, avec les cliniciens. On vient de faire quelques focus groups avec les clients et leurs membres de famille. Et on continue ce travail dans les prochains 3 à 6 mois. On est aussi en train de discuter et d'avoir un appel d'offres pour travailler avec une partenaire industrielle. Alors, on a une idée des solutions qui sont déjà assez avancées où il y a juste une plus basse pourcentage qu'on doit ajouter pour atteindre nos objectifs à travers les critères que les cliniciens et les patients ont nommés jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça, c'est où nous sommes. On va l'implémenter avec une subvention de CHR qu'on a reçue pour évaluer la solution à la fin de 2024 pour commencer l'essai clinique. OK. Je sais que mes collègues qui entendent ça, qui disent ça va être très optimiste, mais je suis toujours optimiste qu'on va éteindre nos timelines. Moi aussi, j'avais une question là, avant. Il y en a d'autres dans le Q&A, mais j'en avais une. Là. Comment est-ce que vous travaillez avec les équipes pour intégrer les mesures apportées par le patient? Alors, les mesures, le système EPROM, les mesures rapportées par les patients, c'est un des premiers modules qu'on avait développé, implémenté dans travers différents programmes. Alors, la façon qu'on le fait d'habitude, c'est qu'on a répété assez de fois avec différentes équipes, c'est que on a une période d'échange pour mieux comprendre le flux de travail des milieux cliniques, en mieux comprendre comment ils vont les intégrer. On développe avec eux une formation pour les équipes des étaliers pour avoir des boosters pour l'utilisation. Et après ça, l'implémentation des proms. La façon qu'on travaille, c'est de voir c'est quoi leur objectif pour l'intégration des proms. On a des programmes où vraiment ils l'utilisent au niveau plus haut programme, pas le traitement des individus pour informer leur plan d'intervention, où il y a des équipes qui veulent utiliser à travers les 3 objectifs. Alors, on développe avec eux c'est quoi les prompts, comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans le travail de flux, qui va accéder quand, les scores qui sortent des prompts, et on parle des questions qui demandent aux clients
leurs symptômes, l'impact de leur AVC, par exemple, sur leur santé physique, psychologique, émotionnelle. Alors, ça c'est qu'est-ce qu'on veut dire des prompts. Je réalise qu'on n'a pas défini c'est quoi. Et il y a des programmes où ils utilisent les scores pendant leur rencontre avec le client en réadaptation pour définir les objectifs de la réadaptation, par exemple. Et après ça, suivre, répéter les scores pour voir s'il y a une amélioration et adapter leur réadaptation à travers les besoins et les scores qui sortent des prompts. Alors, ça, c'est les différentes façons que c'est utilisé, mais c'est vraiment la façon qu'on travaille avec les équipes. Et alors, c'est un des modules qui va faire partie de le portail patient que nous sommes en train de développer. Super. J'ai une question facile avant de passer. Virgile, en passant, je t'ai vu, là, j'ai juste plein de questions, fait que j'arrive à toi, ça ne sera pas très long. Julie, on a une question à savoir, est-ce que l'adresse courriel, si on veut vous écrire, est-ce que je le donne, l'adresse brilliant.cfi? Oui, vous C'est pouvez donner ça. parfait. Oui, absolument, oui. Parfait. Fait que je voulais juste vérifier que je donnais bien la bonne adresse. OK. Une autre question. Est-ce que l'application qui a été développée auprès des patients. Oh, excusez. Est-ce que l'application qui a été développée auprès des patients. Est-ce que c'est. Bon, excusez-moi. Je vais juste relire parce qu'il y a une petite faute. Est-ce que l'application, elle fonctionne sans connexion Internet ou il faut avoir absolument une connexion Internet pour que ça fonctionne? Excusez, ça m'a pris du temps, là, mais est-ce On que a c'est. besoin d'une Ça peut être. application Internet. On a besoin OK. d'une application. Donc, c'est online. OK. Une autre question. Est-ce que les autres professionnels, autres que ceux du CPA, auront accès à cette plateforme ou à la possibilité d'échanger des informations? Absolument, oui. Oui, absolument. Go ahead, Sarah. Oui, ça c'est pendant, while we're collecting our requirements, c'est un des besoins qu'on sait que c'est très important à travers les trajectoires. On n'a pas rendu là encore. Mhm. Maintenant, les questions qu'on demande dans les sessions de co-création, c'est vraiment de voir c'est qui a besoin d'accès à l'application à travers la trajectoire. Comme ça, quand on le développe, on est sûr de donner accès à différents intervenants à travers la trajectoire. Parlant d'accès et de qui, il y a quelqu'un qui demande qui peut utiliser cette application-là, comme à qui ça s'adresse? On a parlé des professionnels, mais euh, est-ce que c'est plus spécifique que ça? Alors, c'est l'équipe interdisciplinaire maintenant qu'on considère. Alors, les ergothérapeutes, physiothérapeutes, speech, psychologues. Alors, on prend la direction de les équipes de AVC, TCC, à travers nos sites. On leur demande la question, c'est qui fait partie de l'équipe et on leur inclut dans les sessions de co-création. Alors, j'espère que ça répond à la question, mais c'est vraiment le programme qui décide et c'est typiquement les intervenants qui sont impliqués dans les soins des clients. Est-ce qu'il y a des enjeux pour l'accessibilité au niveau des milieux de pratique, mais aussi pour les patients? C'est sûr que l'accessibilité pour la santé numérique en général, c'est une question qu'on demande toujours et ça facture dans la façon qu'on recrute les clients pour participer. On essaie le mieux possible d'être inclusif. C'est pas Mhm. facile à faire parce qu'on sait que ceux qui consentent à participer sont différents, plus impliqués et pas nécessairement un groupe divers. Alors, on utilise différentes méthodologies et intègre la flexibilité de quand et comment ils nous donnent la rétroaction pour la co-création. Mais pour la santé numérique en général, on sait que l'accès à l'Internet, l'accès les smartphones, les tablettes, c'est un enjeu. Alors, c'est quelque chose qu'on essaie d'évaluer. C'est qu'est-ce on appelle les determinants of digital health. On a une liste qu'on va essayer d'évaluer quand on fait nos essais cliniques pour voir c'est quoi le pourcentage des clients qui vraiment sont il va avoir un problème d'accessibilité pour être capable de planifier pour ça et partager des recommandations, comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin. Super. Je vais aller à Virgile, mais avant, je vais juste poser une dernière question. Il y en a d'autres, là, mais on va faire un saut vers le micro dans pas long. Comment est-ce que vous allez évaluer l'implémentation de la plateforme?
Oh boy, on peut faire une session juste pour ça. Mais, Version courte. alors, je vais dire qu'on a des experts en implementation science. On a sur notre équipe Dr. Leaky Thomas qui dirige l'équipe de implementation science pour ce projet, plusieurs projets dans Brilliant. Mais c'est sûr qu'on utilise une approche qui est guidée par des frameworks et des méthodologies rigoureuses pour implementation science qu'on adapte pour le contexte de nos milieux cliniques. Mais c'est une question de commencer à mieux comprendre c'est quoi les facilitateurs et les obstacles que nos cliniciens et nos clients et nos organisations veulent peut-être that they might experience and understand how we might address those from the beginning. Alors, c'est une des questions qu'on demande à travers nos sessions de co-création pour être capable de les prévoir. Et d'avoir un aspect de change management. Alors, et ça, c'est où on apprécie beaucoup l'implication de les gestionnaires à travers les différents sites qui nous aident à comprendre comment est-ce qu'on peut communiquer, travailler ensemble, préparer les équipes pour l'implémentation des différentes solutions. Mais c'est sûr qu'on mesure plusieurs indicateurs à travers l'implémentation pour mieux comprendre c'est quoi les facteurs qui facilitent et c'est quoi les facteurs qui est un enjeu pour l'implémentation de solutions. Et on essaie aussi, juste un dernier mot pour dire que on essaie d'utiliser une approche agile pour adapter le système le plus possible. C'est sûr qu'on doit arrêter à un point pour dire c'est ça, mais pour ajuster le système pour travers nos expériences d'implémentation. Parfait. Virgile, je débloque ton micro. Je vais te laisser parler je vais le présenter pour Virgile Lucas, c'est un patient partenaire au CIS de Laval. Fait que je te permets de parler, Virgile. Vas-y. Tu devrais pouvoir débloquer ton. Oui, c'est beau, vas-y. Oui. Bon, super. Ben, merci pour la présentation. Félicitations pour votre projet. Certainement, quand vous avez commencé, au début, vous avez dit le projet vise à améliorer la qualité des soins des patients, n'est-ce pas? Et je voudrais, ma question fait un peu suite au commentaire de Mathieu Jackson. Dans quelle mesure est-ce que vous avez travaillé avec des patients co-chercheurs? Pas seulement des patients qui sont impliqués dans le co-design. Déjà, faire le co-design, c'est déjà un pas en avant très important. Est-ce que vous avez travaillé avec des patients co-chercheurs qui sont là présents depuis la question des recherches à toutes les étapes finalement? La question des recherches, le co-design, le questionnaire, le recrutement des patients, l'analyse des résultats, etc. Est-ce que par ce modèle-là, c'est le modèle qui est mis de l'avance par le système de santé apprenant du Québec. Et deuxième question, j'ai vu que vous avez utilisé le modèle de soins centrés sur les patients. Or, au Québec, de plus en plus, on a remplacé ce modèle par le modèle collaboratif. Est-ce que vous pensez qu'on devrait éventuellement aller vers ce nouveau modèle pour intégrer la recherche et les usagers dans la recherche et le soin? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Merci beaucoup pour tes questions. C'est un très important point. Et la courte réponse, c'est que oui, mais toujours on essaie d'améliorer la façon qu'on travaille avec les patients co-chercheurs. Alors, pour arriver à ce plateforme, à travers le trajectoire, on avait plusieurs petits projets, comme Rola a présenté le CPA, par exemple, plateforme. Pour ces petits projets, on avait toujours un ou deux patients partenaires qui travaillaient avec nous. De commencer de la question de recherche, je vais dire franchement non, pas nécessairement, mais on apprend avec le temps et on essaie d'intégrer les patients partenaires dès le début. Et l'autre chose que je reconnais maintenant, que c'est important juste pour nos projets Brilliant et dans mon labo avant de Brilliant, c'est d'avoir un groupe de patients partenaires qui est pour nous aider et travailler ensemble dès le début quand on a la formulation des idées. Alors, nous sommes en train d'essayer de créer ces comités. J'ai contacté le CEPP. Il faut faire le suivi pour avoir un patient partenaire qui gère ce comité avec nous et qui nous aide
il y a des patients partenaires qui joignent, qui sortent, alors d'avoir une continuité de cette, les patients partenaires et co-chercheurs. Alors ça, c'est pour répondre à ça. Et je vais juste dire qu'avec le temps, on a reconnu aussi l'importance de créer des outils, des agréments, par exemple, de comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment est-ce que la numération va fonctionner, et pour être sûr qu'on respecte aussi le temps et l'implication et d'avoir les expectations qui sont définies dès le début. Alors, on a commencé à développer et utiliser ces outils pour structurer la façon qu'on travaille ensemble. Pour la deuxième question, oui, je sais qu'il y a cette vision il y a le framework de collaboration au lieu de patient-centered care. Il y a une différence peut-être. Monsieur Lucas, vous pouvez le expliquer mieux que moi. Mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'est le patient-centered care, c'est de mettre le patient seul dans le milieu, mais vraiment, au lieu de faire ça, avoir comme un collaborateur dans leurs soins engagé avec l'autre équipe qui fait partie de l'équipe. Je suis d'accord avec ça. Alors, je pense que c'est un point important. Mais s'il vous plaît, ajoutez si j'ai pas bien expliqué. Virgile, j'ai fermé ton micro, fait que si tu veux reparler, il faut que tu le réactives. Ça marche-tu? Oui, là, tu m'as. Là, ça marche. Là, Excuse-moi. ça marche. Oui, La effectivement. technologie nous a joué un tour. Oui, effectivement, je pense que vous avez très bien répondu. Effectivement, le modèle le modèle patient-centered care est encore répandu, à ma connaissance, à travers le Canada, mais je pense qu'il est de plus en plus remplacé, surtout au Québec. Effectivement, l'équipe ne tourne pas autour du patient. Je pense que c'est déjà un progrès par rapport au modèle paternaliste où le patient était complètement à l'extérieur. Donc, le modèle centré sur le patient, c'est déjà un progrès, mais je pense de plus en plus on utilise le modèle de partenariat où le patient, si vous voulez, et sa famille font partie de l'équipe. Donc, on co-construit, je dis, vous avez co-designé ensemble, mais je pense qu'il y a une différence entre co-designer et co-construire ensemble. OK? Donc, le patient fait partie de l'équipe. Donc, c'est pour ça que ma question, est-ce que vous avez des co-chercheurs qui sont au même titre que tous les autres chercheurs qui font partie exactement à partir de A à Z de la question de recherche jusqu'à l'évaluation et l'implantation, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Virgile. Peut-être que tu auras peut-être quelque chose à apprendre sur ce modèle-là. Virgile, c'est notre spécialiste du modèle collaboratif. Je vais passer à d'autres questions rapidement. Monsieur Jackson, je vois votre question. Je vais la passer directement à Sarah plus tard avec votre courriel. Elle pourra vous répondre. C'est juste que là, j'en ai d'autres. Puis c'est plus, c'est moins, c'est plus par rapport à au projet ou à l'UDM, puis moins sur le projet. Fait que je vais passer à d'autres, mais elle va être transmise, votre question. Alors, est-ce que dans le cadre de ce projet, il y a un souci d'éviter la double saisie dans l'application et les systèmes actuels, exemple ICLSC, afin que l'intervenant n'ait pas à saisir ses interventions à deux endroits et qu'une interface puisse faire le pont entre les systèmes? C'est une question, peut-être là, je te laisse répondre si tu es là, je ne sais pas. Mais c'est une question qui est toujours demandée par nos équipes. Ils ne veulent pas double-saiser. Oui. Oui, go ahead. Ah oui, absolument. Donc, c'est définitivement une des priorités lorsqu'on est en train de créer une application, c'est d'éliminer la double saisie parce que, de un, ça va éliminer aussi le risque des erreurs de transcription, mais aussi ça va améliorer le flux de travail des cliniciens. Une des choses qu'on veut pas faire, c'est doubler le travail, right? On veut alléger la charge de travail des cliniciens, on ne veut pas en ajouter. Right? Donc, lorsqu'un clinicien arrive le matin, je voudrais qu'il se logue à une seule application et qu'il utilise une seule application dans la journée. Pas une application pour certains patients, puis une autre application pour un autre patient et aussi saisir doublement.
Donc oui, on est en train d'envisager plein d'interfaces, que ce soit avec BIS-LSC, CPAS et autres systèmes utilisés dans le réseau de la santé. Et c'est pas Parfait. facile, mais on essaie. C'est notre objectif. Parfait. La dernière question, après ça, je vais mettre dans la conversation l'adresse du projet Brilliant, l'adresse courriel. Comme ça, si jamais vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser directement, là, mais il nous reste 6 minutes, fait qu'on va essayer de au moins répondre à la dernière question. Est-ce que le projet et les outils développés sont transférables aux autres contextes de soins? Très important, très intéressant comme question. Oui, oui. Toujours, je garde ça en tête. J'ai appris cet important objectif pendant mes études postdoctorat avec Dr. Robin Tamlin. C'est quand on développe un système de réfléchir à comment ça va être utilisé pendant le scale-up et dans d'autres contextes. Et de développer du sens, comment on définit les fonctionnalités, mais la façon technique que c'est développé, d'être sûr que c'est scalable. Et c'est quelque chose qu'on réfléchit pour comment est-ce qu'on peut l'adapter. C'est sûr que j'ai déjà, par exemple, parlé des modules qu'on a montrés pour la communication, pour le saisie des données, des formulaires des équipes interdisciplinaires, pour le PII, le plan d'intervention de clients. C'est des choses qui répètent à travers notre système de santé. Alors, on garde en tête comment est-ce que ça peut être adapté pour d'autres contextes. Et la façon qu'on définit nos critères ou nos requirements, qu'on s'appelle de façon technique, c'est d'identifier c'est quoi les aspects de ces requirements qui sont spécifiques à un contexte et c'est quoi qui est modular ou ça peut être adapté à d'autres contextes pour être sûr que la façon qu'on communique ces requirements dans notre système, mais si, par exemple, le province a un autre système qui décide d'utiliser, comment on peut transfer ces requirements à un autre système pour être applicable dans différents contextes. Alors, la réponse courte, c'est oui. Mais c'est pour ça. La réponse longue, c'est pas si simple. Non, Ça, c'est une autre réponse courte. Parfait. Ben, il est 56, on va conclure. Merci, Sarah. Merci, Roland. C'était très intéressant.